Bonsoir fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision, merci de faire confiance à cette chaîne et merci d'attendre l'émission Route Principale, cette émission qui vous présente différents visages dans tous les domaines, je l'ai toujours dit. Il y a des gens qui continuent à se poser la question pour savoir mais nous sommes dans quel domaine précisément. Nous, on n'a pas de précision, on prend tout le monde. C'est lui qui peut amener la bonne information, c'est lui qui peut amener des bonnes explications pour édifier le Congolais, pour édifier tous ceux-là qui aiment bien suivre cette émission. Vous nous suivez partout en République démocratique du Congo, bien sûr sur notre compte YouTube. Vous nous suivez à l'étranger, vos commentaires, vos encouragements, vos critiques nous parviennent d'habitude et à temps réel. Laissez-moi vous présenter Monsieur Carbone Béni sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé, le principal. Vous allez bien? Oui, on tient le coup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Alors, il y a des gens qui vous connaissent. Il y a ceux-là qui c'est leur première fois qui vont vous découvrir sur ces plateaux de Route Principale. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est Monsieur Carbone Béni? Merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Moi, je suis Carbone Béni, comme vous l'avez dit, c'est mon nom. Je suis défenseur des droits humains, activiste pro-démocratie au sein du mouvement citoyen Filimbi. Okay. On est éveilleur de conscience, on est influenceur pour de bonnes causes. Carbone Béni, c'est votre nom? Vous êtes congolais? Non, je suis congolais, je m'appelle Carbone Béni comme Hervé Kalonji. Un nom qui semble un peu étrange là, intéressant. Alors, vous êtes à Lubumbashi pour une mission, pour des vacances, ou vous habitez ici? Non, je suis à Lubumbashi, ça fait pratiquement 2 semaines. Parce que pour moi, il était important de communier avec le peuple katangais, s'il faut le dire comme ça, et les Louchois en particulier, pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe sur place. Okay. Tout ce qui a trait à l'insécurité, tout ce qui a trait aux problèmes du genre tribalisme, de problèmes sociopolitiques, économiques, essayer de comprendre, parce que c'est la toute première fois que je vienne pour passer un peu plus de temps, okay. Afin de rencontrer toutes les couches de la population possible, hein, les entrepreneurs, les mamans maraîchères, les jeunes, les étudiants, le professeur, le politique, et aussi d'essayer de pousser le mouvement Filimbi qui est installé ici, ça fait maintenant plus de 2 ans, mais qui a subi vraiment beaucoup de vent et qui n'ont pas permis à ce que le mouvement soit stable et qu'il puisse faire son travail de sensibilisation. Vous êtes les bienvenus à Lubumbashi? J'ai toujours estimé que je suis bienvenu partout. Du moment où je suis congolais, partout où je vais, même si vous ne m'accueillez pas, je me sens le bienvenu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise Kariboussana. On dit comment Apanjo Kweto. Donc c'est chez nous, je me sens bien. Effectivement, je me sens chez moi, je me sens au Congo. Et comment vous trouvez la ville sur le plan infrastructure, le mouvement, l'ambiance dans la ville? Vous êtes quand même là il y a quelques jours, vous avez découvert certains coins de la ville. Comment vous trouvez la ville de Lubumbashi? Bon, la ville, je fais quand même pas mal de villes dans notre pays. Et Lubumbashi, c'est quand même une ville très urbanisée, à mon sens. Ouais. J'ai sillonné pas mal certains coins. Vous sentez que ils ont quand même tracé des routes convenablement par rapport à Kinshasa. Okay. Parce que vous avez de côté où vous vous dites, mais est-ce que ça c'est une ville ou c'est un bidonville? Donc, comme c'est urbanisé, et je sens que chaque fois que je vais visiter certaines personnes, la famille et les amis,
vous sentez que chacun est chez soi. Chacun reste chez lui. Il y a un tout petit peu de, je ne dirais pas de la méfiance, mais un peu trop de retenue. C'est ce que je sens, hein. C'est mon opinion qui peut être discutable. Mais je sens aussi que l'économie bouge. Quand même, c'est la capitale économique. Vous sentez que ça bouge quand même. Il y a des jeunes gens qui se retrouvent, il y a des jeunes gens qui sont bien installés. Bien, merci pour cette lecture. Revenons à vous, défenseur de droits humains, activiste pro-démocratie. C'est qui un défenseur de droits humains? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la mission d'un défenseur? En fait, préalablement, nous sommes tous des citoyens, comme tous les citoyens congolais. Mais la différence, c'est que nous sommes des citoyens engagés. C'est-à-dire, c'est comme un politicien engagé ou un politique engagé. C'est un citoyen comme tout le monde. Il peut être homme d'affaires, il peut être pasteur, il peut être docteur, il peut être tout ce que vous voulez, mais qui prend son temps, qui sacrifie une partie de son temps pour exercer voilà, un certain activisme axé sur quelque chose. Donc moi, je suis activiste et citoyen engagé dans le sens que nous nous sommes engagés, nous avons donné du temps, nous nous sommes sacrifiés pour que une partie de notre vie soit consacrée effectivement à la défense et à la promotion des droits de l'homme. C'est-à-dire nous défendons le droit des autres et nous sensibilisons les Congolais, les citoyens à connaître leurs droits qui sont liés à leurs devoirs. Et en même temps, c'est une tâche lourde, hein, ça vous demande en permanence de connaître un peu ce qui se passe, où est-ce que les violations des droits de l'homme se passent, dans quel coin du pays, dans quel domaine, dans quel secteur, qui est touché, faire le monitoring, mais après, faire le plaidoyer, c'est-à-dire exercer un plaidoyer auprès des institutions nationales, auprès des institutions internationales, de défense et de promotion des droits de l'homme, bien évidemment, mais aussi des institutions politiques qui ont, d'une manière ou d'une autre, la capacité de pouvoir régler ou solutionner le problème qui se présente. Mais il y a une partie qui est très essentielle et qui est très sensible. C'est cette partie de veille de conscience. Très bien. Nous sommes citoyens engagés au sein de mouvements citoyens pour que nous puissions travailler sur la possibilité de faire en sorte que nos populations, le peuple de partout, puissent réellement être des citoyens. Parce qu'il y a une différence entre être un humain, un être vivant, et être un citoyen. Voilà. Qui a d'une manière ou d'une autre, les notions de civisme, de citoyenneté, et tout ça. Donc nous avons cette partie qui fait en sorte que nous puissions éveiller les consciences, discuter avec le jeune, parler de valeurs, de problèmes fondamentaux de notre pays, essayer de responsabiliser le jeune en particulier, le citoyen en général, à pouvoir effectivement exercer de l'influence sur les décisions publiques et politiques qui se prennent sur eux, voilà, afin d'être réellement ce que nous appelons souvent le souverain primaire. Voilà. Alors, parlez-nous du mouvement Filimbi. Filimbi qui veut dire siffler. C'est quoi ce mouvement? Il a été créé quand? Par qui? Et pourquoi? Le mouvement Filimbi, comme vous le dites, c'est en Swahili. Ça veut dire les sifflets. C'est un mouvement qui est venu en 2015. Mais la préparation a commencé bien évidemment avant. Mais c'est en 2015, le 15 mars 2015, que nous lançons officiellement le mouvement. Pourquoi? Vous savez, il y a un constat que nous sommes arrivés à faire avec tous les jeunes à l'époque, et c'est un constat qui s'est fait jusqu'aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore très fort, qui dit que la politique congolaise, en fait, était réglementée entre des groupes de gens ou des groupes d'individus, la majorité et l'opposition, donc le pouvoir et l'opposition. Et que tout ce qui s'est passé, et chaque citoyen qui essayait d'élever la voix, était plus ou moins collé ou associé à un de deux camps. Voilà. Soit vous êtes de l'opposition, soit vous êtes de la majorité. La société civile existait et elle existe toujours. Mais nous avions à cette époque une société civile trop classique et traditionnelle. C'est-à-dire vous avez une société civile qui est là juste pour faire des conférences, de formation, des ateliers, des renforcements de capacités, c'est bien. Mais la société civile, c'est quoi? La société civile, c'est le peuple, c'est le souverain primaire. Voilà.
Et ces souverains primaires devraient arriver à jouer son rôle indépendamment des acteurs politiques et des camps politiques. Alors, fort de ces constats, nous nous sommes dit, il faut qu'il y ait un coup de pouce dans la société civile et que nous arrivions. Il n'y a pas un monopole d'organisation des meetings, des marches, des plaidoyers, des sensibilisations. Ce n'est pas le monopole ou l'apanage, celle de politiciens. C'est tout citoyen qui se sent lésé ou qui pense qu'il veut exprimer une voix ou qui pense qu'il veut faire passer une cause, devrait se lever et le faire. Alors on dit on devrait créer le mouvement citoyen, un mouvement qui ne serait pas derrière de partis politiques, un mouvement qui serait, c'est-à-dire un mouvement non partisan, pas derrière des individus ni des partis, un mouvement non violent, c'est-à-dire nous avons opté pour la non-violence, mais la non-violence active. Donc il n'y a pas des armes, il n'y a pas d'armes blanches ni armes à feu, et un mouvement citoyen pacifique. Alors c'est là pour essayer de prendre en considération les desiderata de la population et d'exercer une pression sur ceux qui font la politique, les deux tranches ou les deux groupes d'individus que je venais de dire. Vous avez l'opposition qui fait la politique pour conquérir les pouvoirs. Vous avez ceux qui sont au pouvoir, qui font la politique pour se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Et nous, on devrait arriver à faire la politique pour contrôler ceux qui sont au pouvoir, exercer de pression afin que ceux qui sont au pouvoir puissent faire ce qui va de l'intérêt de la population. Et aussi contrôler l'action des opposants. Parce que ce sont eux qui veulent prendre le pouvoir afin de nous diriger, nous, la population. Nous devons avoir un œil sur eux et les contrôler dans leur exercice pour arriver au pouvoir. Et aussi amener la population à se débarrasser de ces jeunes politiciens qui voudraient que quand tu n'es pas du PPRD, de MLC ou de l'UDPS, voilà, je vous raconte un peu tout cet aspect. Oui, c'est important, allez-y, allez-y. De cet aspect philosophique de notre combat. C'est comme ça qu'on arrive quand même à créer le mouvement Filimbi. C'était le 15 mars. Et déjà, lors de la création, c'était mal parti parce que tout le monde était arrêté le jour de la sortie officielle. L'ancien porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, disait que nous étions des criminels, des terroristes, des subversifs, et que nous avions des armes. Il a même dit qu'ils ont retrouvé des armes, des tennis, des militaires. Je me rappelle de cette histoire. C'est vraiment abasourdissant. Mais quand même, c'est comme ça que tout est parti et nous sommes là jusqu'à aujourd'hui. Et c'était faux, ces accusations de Lambert Mende? Si elles étaient vraies, on aurait dû nous arrêter, nous condamner, et puis je ne serais pas libre aujourd'hui en train de faire ce qu'on fait. Et qu'est-ce qui s'était passé après cette interpellation? Non, on a arrêté le journaliste, on a arrêté tous les journalistes qui étaient là, on a arrêté tous nos invités. Nous avions invité Yanamar, c'est un mouvement citoyen sénégalais qui a milité pour l'éveil des consciences et qui a obtenu le départ d'Abdoulaye Wade. Il y avait le représentant de Yanamar, il y avait les amis de Burkina Faso, le Ballet Citoyen, qui est un mouvement citoyen de renom en Afrique, qui a pu obtenir quand même les départs de Compaoré, Blaise, dans le sens que la constitution n'était pas changée. Et nous, parce que nous sommes un mouvement d'éveil de conscience pour faire agir le souverain primaire, nous avions besoin d'être aux côtés de ceux qui ont essayé et ceux qui ont pu quand même avoir pignon sur la population. Ils étaient là. C'était perçu comme une tentative de déstabilisation des institutions. Tout s'était arrêté. Il y a eu vraiment la pression de Macky Sall pour qu'ils soient libérés. Ils ont été déclarés depuis lors personne non grata en RDC. Tous nos amis avec qui nous avons créé ces mouvements, Floribert Anzoulouni, Yangou Kiakwama, Franck, Fred, les autres étaient en exil. Floribert est retourné que l'année passée lorsqu'il y a eu des crispations. Il a fait 4 ans en exil. Et nous étions restés trop peu, dont moi-même, pour pousser ces mouvements au-delà de la répression, au-delà de tout ce qui était comme épouvantail qu'on pouvait montrer, parce que le rôle, ça aussi il faut le dire, les dictateurs exercent la répression pour dissuader les autres à faire ce qu'ils doivent réellement faire. Et la stratégie, c'était de dire, Filimbi, Bakoba, criminels, hein, comme on dit ici comme ça. Ce sont des criminels. Voilà, Bazaba criminels.
ko déstabiliser mboka, baza na bambongo ya bamindele, baza soutenu par occidentaux. Alors là, c'est pour pousser les autres à avoir peur, à dire waouh, si eux font ça, ils ont de couverture. Non, on ne peut pas aller. Fort malheureusement, ça n'a pas marché. Et nous avons continué à faire notre travail et nous sommes aujourd'hui plutôt installés dans plus ou moins 13 provinces dans la nouvelle configuration. Alors, comment vous fonctionnez? Je vais parler ici le plan financier, parce que tout ce que vous faites là, ça demande un peu de moyens. Il faut des séminaires, des sensibilisations, des mouvements, des organisations. Comment vous faites pour vous en sortir? Des cotisations de membres ou il y a des partenaires qui sont derrière vous? Vous savez, chaque mouvement, chaque structure ne peut vivre que de contributions de ses membres. Donc, nous arrivons et nous essayons de contribuer nous-mêmes d'abord en interne. Et ce que nous faisons, les gens ignorent. Ce que nous faisons beaucoup, c'est en fait, nous sommes les véhicules de l'expression populaire de sans voix, je dirais. Nous sommes en train de lever la voix pour dire ce que les autres essayent de dire, mais qu'ils ne parviennent pas à dire. Ouais. Et ces gens se retrouvent en nous. Et quand vous vous retrouvez dans l'autre, vous vous reconnaissez dans l'autre, vous êtes prêt à les soutenir et à les suivre. Ce que nous faisons a pu générer la sympathie de plusieurs Congolais, plusieurs cadres d'entreprise, qui sont forcément aussi dans certains partis politiques, opposition ou majorité à l'époque, qui ne s'affichent pas, mais qui disent, écoutez les gars, nous on est avec vous. Ce que vous faites, beaucoup de jeunes ne sont pas capables à le faire. C'est sacrifier, être aussi illuminer, avoir cette clairvoyance, avoir cette capacité de booster les choses. Ce n'est pas beaucoup qui le font. Ils soutiennent. Donc nous sommes partis d'un soutien d'abord de Congolais. Il ne faut pas oublier que Floribert Anzuluni, par exemple, l'un des fondateurs de Filimbi est actuellement coordonnateur de Filimbi depuis 2015. C'était quand même le directeur des risques des lignes de plus grande banque d'Afrique, Ecobank. C'était la troisième personnalité. Okay. Il est coordonnateur de Filimbi. Les gens ne savent pas et pensent peut-être que nous sommes plus démunis et qu'il y a certains qui nous manipulent. Moi, à l'époque, déjà, j'étais entrepreneur. Donc, j'avais ma voiture, j'avais quand même une femme, j'étais déjà marié, j'avais un chez moi. Okay. Donc, c'est-à-dire, nous pouvons créer un réseau d'autres jeunes qui croient en nous et qui savent financer. Voilà. Et à part ça, nous avons bien évidemment des petites cotisations internes qui font à ce que nos activités soient menées. Voilà. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des partenaires, des organisations partenaires qui viennent en aide. Voilà. Et il ne faut pas se tromper. Les gens pensent que Filimbi, Lucha, on arrive à mener des activités de centaines de millions comme les politiciens le font pour remplir un stade, on donne à chacun 5 000 ou 5 $. Nous, c'est des millions qu'ils dépensent. Nous, on ne mène pas des actions qui arrivent à de 2 000, 3 000. C'est difficile. Ce sont des actions de moindre rien, mais qui ont un impact très fort. Très bien. Voilà. Et pour que je vienne à Lubumbashi, aller-retour, c'est presque 800 $ les billets. Oui, oui. Alors 800 $ quand même. Si on est à 10, on peut se mettre 80, je vais payer mon billet. Trouve un billet. Voilà. C'est pas grand-chose, quoi. Alors, ici, on veut voir tout ce que vous faites, ça demande le courage, un engagement, comme vous venez de le dire. Dans un pays comme le nôtre, où la démocratie n'est vraiment pas encore assise, vous partagerez le même avis que moi, avoir le courage de lutter, de lever la voix comme vous le faites. Un simple courage, un simple engagement citoyen, où il y a une couverture, comme le prétendent beaucoup de gens. Qui est derrière vous? Qu'est-ce qui pousse votre esprit à être fort et à s'engager dans cette lutte? C'est une belle question. J'aimerais que ceux qui nous suivent puissent vraiment comprendre ça. Vous parlez du courage et de quoi? Est-ce que c'est un simple courage? Est-ce qu'il y a d'autres motivations? Cette détermination, elle vient d'où? Comment vous arrivez à affronter tout ça? Mais vous n'avez pas dit un mot que j'aimerais entendre et que la population aimerait comprendre. Il faut nous poser la question si nous sommes conscients de ce que nous faisons. Parce que le courage ne peut venir que quand vous êtes conscient de ce que vous faites. Très bien.
La détermination ne peut venir que quand vous êtes conscient de ce que vous faites. Donc, la première chose qui vous pousse à agir, c'est la conscience. Nous, on est conscient des enjeux. On est conscient que ce pays a aujourd'hui 60 ans et que dans 60 ans, il y a eu une personne qui a fait 32 ans avec tout un régime, qui a détruit ce pays. Et nous sommes conscients qu'il y a une deuxième personne qui a fait 18 ans. Ça fait 50 ans. Donc, ce pays a été géré pendant 50 ans par 2 personnes. Et conscient du recul qu'a la République démocratique du Congo, notre copropriété, conscient des richesses que nous avons qui sont volées, pillées par un groupe de gens, conscient de la mauvaise gouvernance qu'il y a dans ces pays, conscient du fait que Joseph Kabila a dit qu'il manquait même 15 personnes pour gouverner convenablement ces pays. Donc quand nous regardons en face, nous voyons des docteurs, des professeurs d'université qui sont plus de 100 autour de lui, mais qu'il lui manquait 15 personnes. Cette conscience ne peut vous pousser que d'agir, agir plutôt. Et il n'y a aucune couverture. Ces garçons-là qui va réclamer sa part de l'achat, plutôt de la vente de leur parcelle, il n'a pas quelqu'un derrière. Il n'a pas de couverture. Parce qu'il est petit, il sera frappé, étouffé, jeté loin et on vend la parcelle. Et il va dire, vous allez me tuer. C'est ce que vous vous êtes dit. En ce moment, il n'a pas de couverture. C'est ce que tout Congolais devrait se dire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, les gens doivent comprendre que quand on traite certaines personnes de manipulées, certaines personnes de vassaux des Occidentaux, c'est en fait un garçon qui a 23 ans dans notre pays. La Constitution dit qu'il peut être candidat député, je crois candidat député national à 25 ans. Oui. La Constitution dit qu'à 30 ans, vous êtes candidat président de la République. Hein? Donc, jusqu'à 30 ans, on vous manipule. Donc, un garçon qui se lève et dit « moi, je veux que ça change », on le manipule. Et pourtant, la Constitution dit « à 30 ans, on peut être président ». C'est-à-dire, les jeunes doivent produire une certaine dose de conscience et cette conscience les poussera à agir. Vous êtes les vassaux des Occidentaux, ça s'est dit partout. Lucha, Filimbi, tous ces mouvements citoyens travaillent avec les médias internationaux, travaillent avec un certain réseau, Glencore, Soros, Georges, qui sont derrière ces mouvements, qui financent pour faire pression. C'était à l'époque du gouvernement Kabila où vous étiez très actif en faisant pression, en cherchant l'alternance, parce que ces réseaux voulaient que le régime Kabila puisse partir pour enfin chercher leurs intérêts en République démocratique du Congo. Vous êtes dans cette association, vous avez travaillé avec l'opposition, vous avez été financé plusieurs fois et c'est pourquoi on a vu cette pression. Vous avez vraiment levé les voix de 2015 à 2018 jusqu'à arriver aux élections, jusqu'à même à obtenir l'alternance. Et depuis lors, on sent que vous êtes un peu posé. Comme dirait, satisfait de votre lutte, on n'entend plus de bruit comme avant. Cher frère Hervé, je ne veux pas que vous puissiez dire ça. Sinon, vous-même, vous serez probablement vassaux de ces Occidentaux. C'est juste une question. Ouais, ça se raconte partout. Et ici, ma mission, c'est que vous puissiez vous pousser à éclairer la population. Sinon, ceux qui disent ça sont eux-mêmes vassaux de ces politiciens qui veulent voir les choses se maintenir à l'état bestial, à un état de non-droit, quoi. Voilà. On dit que nous faisons ça parce que les Occidentaux nous financent. C'est une insulte. Je vous l'ai dit et j'ai dit à la population qui nous suit, c'est un moyen de pouvoir discréditer ceux qui ont pris conscience de se lever et de s'opposer en face. J'ai été maintes fois arrêté. Vous savez, la seule question qu'on me posait, c'était « Mais yozo soit courageux wapi ?» Comment toi tu arrives? C'est qu'il y a de l'argent, voilà. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne croient pas qu'il y a des Congolais, un peu de Congolais qui puissent être conscients, courageux, constants et convaincus. Est-ce qu'on peut essayer de dire à ces mouvements de droits civiques américains qui est derrière eux? Martin Luther King, avec tous les Noirs américains qui ont milité pour le droit civique, le droit des Noirs, pour obtenir, n'est-ce pas, l'arrêt de la ségrégation raciale. Qui était derrière eux? La Russie, la France? Ça n'a pas de sens. Ça s'est fait aux États-Unis. Qui est derrière le gilet jaune?
Vous suivez la politique française. Qui est derrière le gilet jaune? Dans un pays normal, on ne pose pas la question qui est derrière. Parce que ce que nous faisons, c'est ce qu'un citoyen normal devrait faire. Mais parce que dans notre pays, on a instauré 32 ans de dictature. Nos parents ont grandi avec cette psychose de dire si tu critiques Mobutu, on va t'arrêter, on va t'enlever, DSP existe, les gendarmes, les hiboux. La dictature pendant 32 ans a façonné la manière de vivre de nos papas qui ont aujourd'hui 60 ans. Ok? Nos papas qui ont 60 ans aujourd'hui sont nés en 1960. Et ils ont vécu jusqu'à leur 37e année d'existence sur Terre. Ils étaient sous Mobutu. Donc, au Botami, na 60, Tina 97, tu ne connais que Mobutu. Tu es façonné par la dictature. Et tu penses que s'opposer, c'est être mystérieux, c'est être un Superman pour dire que Mobutu, il vole, il faut être un extraterrestre. Ces gens-là, ce sont ceux qui nous dirigent aujourd'hui et ça constitue la majeure partie de ceux qui sont nos papas aujourd'hui. Maintenant, quand on voit quelqu'un s'élever et essayer de dire non, moi je vais parler, je vais m'opposer, je vais faire pression, on pense qu'il est forcément, il a un ange derrière lui, il y a un Dieu qui le protège ou il y a des blancs. Vous comprenez? Je dis c'est une insulte, c'est insulter le peuple congolais, c'est-à-dire que le peuple congolais n'a pas de conscience. C'est un peuple qui ne peut pas réfléchir de lui-même. Vous connaissez quand même ces milliardaires, George Soros, vous connaissez? Ces associations des œuvres humanitaires. Vous savez, je n'ai pas moi besoin de connaître Soros parce que je pense que ce n'est pas intéressant. Mais je connais quand même Soros. Vous savez, Soros, il finance beaucoup de organisations. Vous êtes journaliste. Soros, vous pouvez les chercher sur les nets. Vous connaissez sa fondation, comment elle s'appelle? Non, je venais de lire ça il n'y a pas longtemps, un nom anglais. Open Society. Vous savez que cette association est installée ici au Congo? Oui. Elle finance qui? Vous, il paraît. Vous dites il paraît, vous êtes journaliste d'investigation. Il ne faut pas dire il paraît, il faut affirmer. Je ne vais pas faire des affirmations. C'est vous qui allez faire des affirmations ici. Moi, je pose des questions. Open Society. Moi, je pose des questions. Open Society, comme aussi ça qui sont ici, finance le gouvernement. L'Union européenne est installée ici. Je dis finance le gouvernement dans certains secteurs de la promotion de la démocratie. Il y a des organisations des droits de l'homme qui... Il y a l'Union européenne, on dit on reçoit l'argent de l'Union européenne. Et que nous, on est des vassaux des Occidentaux, sans preuve même. Mais l'Union européenne, c'est elle qui a formé la police, non? L'Union européenne a donné plus de 30 millions de dollars pour le Covid, non? Ça passe à la télé. Oui. Elle soutient, cette Union européenne, elle soutient le gouvernement, non? Oui. L'Union européenne soutient Mouyembe, l'Union européenne soutient les efforts de la RDC dans les secteurs de construction de certaines routes, n'est-ce pas? Les Japonais, ils n'ont pas construit l'INPP ici chez vous? Ils ont construit, oui. Alors les Américains, avec Mike Hammer, ne donnent pas l'argent au gouvernement. Ils ont donné 24 millions de dollars pour Covid. Les Américains sont en train de financer les efforts de la lutte contre la corruption. Les Américains financent avec des millions beaucoup de projets de gouvernement. Qui finance qui? Est-ce que les politiques peuvent s'élever, essayer de manipuler la population pour dire le blanc vous finance ces jeunes contre nous? En même temps, ces blancs vous financent vous-même. Ça n'a pas de sens. Ce que je vais dire par rapport à cette question, c'est que c'est une insulte de dire que un Congolais ne peut pas réfléchir et penser de lui-même. Pourquoi? Parce que le politicien veut que tout le monde s'aligne derrière. Et que si tu ne t'alignes pas, tu es un révolté. Sûrement, il y a quelqu'un derrière toi. Qui était derrière Moïse Katumbi quand il s'est opposé au peuple RD? Donc, il y avait un autre milliardaire derrière lui, s'il faut parler d'argent. Oui, vous êtes là, Filimbi est là. On ne vous sent plus comme c'était avant 2018. Vous vous êtes tracé une ligne de conduite ou un engagement qui allait se limiter en 2018 et chercher un nouveau souffle pour après 2018. On ne vous sent plus. Nous sentons qu'il y a un peu deux vitesses différentes. Hervé, le principal, il faut savoir qu'il y a deux situations qui sont totalement différentes. Lorsque nous commençons en 2015, qu'est-ce qui fait que l'on puisse trop parler de nous? C'est d'abord le fait que le régime lui-même nous arrête. Pour une sortie officielle d'un mouvement, on arrête de gens qui vont faire une année, 7 mois en prison.
on expulse les autres, on arrête le journaliste. Excusez-moi, Lambert Mende, porte-parole à l'époque, fait vraiment un matraquage médiatique pour dire que nous étions des infiltrés. Et vous savez-vous qu'il y a eu une commission parlementaire qui a été mise en place, chapeautée par le vieux Gilbert Kiakwama, pour étudier la question de Filimbi, si réellement on avait des armes ou pas. Vous vous imaginez? Donc déjà la sortie officielle du mouvement, le lancement du mouvement, fait en sorte que l'on parle de nous en mal. Ça crée une visibilité permanente. Et c'est dans une situation où nous étions en train de vouloir l'alternance. Parce que le président, l'ancien président Kabila, était à son deuxième et dernier mandat. Dans un tel combat, c'est un combat de tous les enjeux. Vous avez un camp qui veut résister, un autre qui veut, l'opposition qui veut prendre le pouvoir, les citoyens qui sont divisés. Et ça ne pouvait faire que, en sorte que nous soyons présents dans l'actualité, au niveau des activités et pressions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons effectivement un autre président. La cartographie a changé. Notre objectif n'a jamais été de militer contre Kabila ou de militer contre un régime. Notre existence, notre vision, c'est d'avoir un Congo où chaque citoyen est maître de son avenir, où il a le droit de protester, de contester, de faire pression, mais aussi de proposer, de réfléchir, d'accompagner les actions publiques qui vont dans le sens de l'intérêt. Mais en 2015, entre 2015 et 2018, c'était un problème particulier, celui de l'alternance. Alors, dans cette lancée, nous étions au front. Aujourd'hui, nous faisons le contrôle citoyen et nous sommes très forts sur le terrain. Mais nous sommes dans tout le front. Nous sommes dans le front du contrôle citoyen. Aujourd'hui, nous n'avons pas les enjeux électoraux. Aujourd'hui, pour dire Kabila, plutôt Félix, ça fait 2 ou 3 mandats, il doit partir. Nous sommes dans l'axe bonne gouvernance, état de droit, il faut consolider cet état de droit, et nous allons contrôler le fonctionnement des institutions de notre pays. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Et dans cet axe-là, savez-vous que nous avons porté plainte contre Semlex, cette entreprise qui nous fabrique des passeports en Belgique. Ouais. Savez-vous que nous avons déposé une plainte à Kinshasa contre cette entreprise-là pour avoir escroqué le Congolais. C'est une activité de grande envergure qu'on ne parle pas. Pourquoi ça s'appelle escroquerie? Non, mais parce que c'est le passeport le plus cher et les bénéfices n'ont jamais réellement été affectés dans les caisses de l'État. Il y a plus de 38 millions de dollars qui sont logés dans des comptes à Dubaï. Nous avons tout un dossier sur ça et nous avons publié. Et c'est ce qui a fait que la sortie de passeport s'arrête. Et nous avons fait pression pour que le gouvernement prenne la position qu'il a prise envers Semlex. Nous sommes dans beaucoup de dossiers. Nous sommes dans chaque jour, nous menons des activités. Nous contrôlons ce qui se passe. Nous sommes avec l'ODEP, avec la campagne que nous avons lancée, le Congo n'est pas à vendre, pour traquer toutes ces personnes qui volent, qui pillent, qui font des détournements. Et nous sommes aussi dans des sensibilisations. Nous avions été le premier mouvement qui a sensibilisé sur le Covid à Kinshasa, où nous avons parcouru presque toutes les communes. Nous avons été au front auprès des démunis, des handicapés, de personnes vivant avec handicap pour les soutenir pendant la période de Covid. Les affaires de Ronsard Malonda, nous sommes au front pour essayer d'obtenir cette fois-ci une CENI qui ne puisse pas nous ramener à des élections contestées. Nous avons initié des marches, Madame Janine Mabunda a voulu nous rencontrer, nous sommes allés voir Mabunda, nous avons discuté. Donc nous sommes là, mais aujourd'hui c'est plus aussi l'axe du contrôle. Mais aussi, ça nous permet d'essayer d'implanter le mouvement dans toutes les provinces où nous n'avions pas été forts. Parlons bonne gouvernance actuellement avec le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui fâche à Filimbi? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette gouvernance actuelle? Il y a beaucoup de choses qui nous fâchent. Parce que c'est pratiquement quand même 2 ans passés, il reste, pour un mandat, il reste pratiquement 40 mois. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Il y a beaucoup de choses qui nous fâchent. Il y a par exemple le fait que le président soit pris en otage. Pris en otage par ses propres amis, son propre parti et sa propre coalition cash. Okay. Il y a beaucoup de choses qui nous fâchent.
le fait que la coalition FCC Cash ne travaille pas exactement pour les intérêts de la population, mais travaille chacun pour ses intérêts. Les FCC essayent de faire en sorte que l'on dise Félix a échoué. Les FCC essayent de faire en sorte que l'on dise ah, si c'était les FCC, on n'aurait pas dû faire ça. Et pourtant, ils sont dans une coalition et devraient travailler ensemble pour une réussite ensemble. Et les Cash en même temps. Vous constatez que le cabinet du président de la République est rempli de, je ne sais pas comment les dire, mais beaucoup de personnes n'ont pas de compétences, n'ont pas de qualités, n'ont pas de vision. Ça fâche tout le Congolais parce que ça nous importe peu leur coalition. FCC Cash, c'est leurs affaires. Leurs accords, c'est leurs affaires. Mais nous, c'est est-ce qu'on arrive à améliorer nos conditions de vie? Est-ce qu'on arrive à manger? Est-ce qu'on arrive à aller à l'école? Et aujourd'hui, c'est qu'il faut décrier ce que le président essaye de promettre certaines choses et la plupart des choses qu'il promet, ça ne se réalise pas. Par exemple, l'insécurité à l'est de notre pays. À l'est de notre pays, le président a promis de mettre en place, d'installer un quartier général, de s'installer lui-même d'ailleurs là-bas à l'époque. Il vient encore de dire qu'il sera à Goma pour installer son quartier général. Les Congolais ne veulent pas entendre de promesses. Les Congolais veulent vivre la réalité. Et aujourd'hui, il est très important que le FCC et le Cash comprennent qu'au bout de compte, en 2023-2024, les bilans de Félix Tshisekedi, c'est le bilan FCC Cash. Et que chacun d'eux, tous ensemble, rendront compte devant la population. Il n'y aura pas une personne qui dira « moi j'ai gagné et l'autre a perdu ». Si la population doit sanctionner, elle va sanctionner tous les deux. Donc ils ont tous intérêt de travailler pour l'intérêt de la population. Nous constatons aussi qu'il y a un regain de cas de violation des droits de l'homme, chose qui n'était pas démise l'année passée, mais cette année, il y a quand même trop de violations des droits de l'homme. Il y a des marches qui sont réprimées inutilement à Kinshasa, et même ici, à Lubumbashi. Il y a des activités citoyennes où le politicien, à cause de leur positionnement, étouffe. Mais quand on étouffe les libertés civiles et politiques des citoyens, c'est un abus, c'est un affront face aux droits de l'homme. Donc voilà un peu d'une manière générale, sans entrer dans des détails, ce qui fâche le Congolais par rapport à la gouvernance Félix et Kabila. Rentrons un peu dans cette histoire de la paix ou la guerre aussi à l'est du pays, parce que vous avez aussi levé plusieurs fois la voix pour dénoncer cette situation. Les Congolais meurent, ce sont des images qu'on nous montre, c'est une image qu'on donne de la RDC, de plus de millions de gens qui sont morts. C'est quoi le vrai problème? Qu'est-ce qui doit être fait selon vous? Ce qui doit être fait, si on veut être sincère, en se regardant dans les yeux, vous savez qu'il y a beaucoup de généraux qui sont impliqués dans des trafics de nos minéraux. L'or, les diamants, le cobalt et tout ce que vous avez à l'Est. Deux généraux congolais connus. Il y a des généraux qui ont été sanctionnés par l'Union européenne. Il y a des rapports de Human Rights Watch, des Amnesty International qui font état, et même des Américains, qui font état de l'implication des généraux, et le nom a été cité. Ces généraux sont dans l'armée jusqu'à aujourd'hui. Et la plupart sont en train de sévir à l'est du pays, de commander des troupes. Il y a un conflit d'intérêts. Là où vous-même vous gagnez de l'argent, il y a un gagne-pain pour vous. Vous allez tout faire pour que la situation vous soit favorable afin de continuer à gagner. Je suis congolais et je pense que notre armée a failli. Je l'ai dit chaque fois, les gens disent « tu n'es pas patriote, tu es anti-patriote ». Il faut que certains généraux puissent être mis de côté parce qu'ils sont à la base non seulement de ce qui se passe à travers les trafics qu'ils font, mais aussi à travers la vente d'armes aux rebelles. Et même fournir ces rebelles en munitions. C'est connu. Moi, je l'ai dit à haute voix, mais c'est connu. Et ça continue à faire mal. Et même ici à Lubumbashi, il y a des cas d'insécurité très, très sévères. Mais c'est connu. Vous pensez que l'ANR, les services de renseignement militaire, les services de renseignement national, des MIAP et autres, ne savent pas réellement où se trouvent tous ces criminels. On ne les arrête pas, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont en train de prendre des armes. L'État congolais doit être responsable. C'est ça la vérité. Malheureusement, c'est ça la vérité. Il y a ceux qui ont fait 18 ans, qui connaissent le rouage sécuritaire de notre pays. Il y a un monsieur qui vient d'arriver, qui est en coalition avec vous. Vous devez l'aider, parce que ces généraux répondaient des Kabila.
Donc l'insécurité à l'Est, c'est vraiment ça. Mais après, il y a aussi l'incursion des armées étrangères. Le Congo est aujourd'hui très fragilisé. Les Zambiens vont prendre une partie ici. Les Angolais vont prendre là-bas. Les Burundais. Il faut plus d'autorité de l'État. Il faut que le président puisse instaurer l'autorité de l'État partout. Je suis à Lubumbashi, mais il y a deux coins où j'arrive, il n'y a pas un poste de la police. Il n'y a pas un poste de la police. On nous dit, les criminels sont en train d'agir la nuit, on appelle la police prend 40 minutes avant d'arriver. Tout ça sont des problèmes qui touchent à l'autorité de l'État. Et le ministre de l'Intérieur aussi devrait être quand même ministre de l'Intérieur à la hauteur de ces tâches. Voilà un peu pour nous tous ces problèmes de l'insécurité. Malheureusement, la population est en train de mourir, est en train de souffrir, mais le président de la République a une responsabilité et le régime passé qui est en coalition avec lui a aussi une responsabilité. À vous entendre, les promesses du président de la République ne sont pas très réalisées, il reste beaucoup dans les promesses. On pourrait comprendre que c'est cette coalition qui les tire un peu de bas, qui ne veut pas qu'il aille, qui ne veut pas qu'il réussisse pour lui pointer du doigt en 2023? Moi, je pense, comme beaucoup de Congolais pensent, que cette coalition n'est qu'une coalition hypocrite. C'est une coalition de faits. Il fallait absolument qu'ils puissent coaliser parce qu'ils n'avaient pas de choix, mais il y a beaucoup d'hypocrisie. Je pense comme beaucoup de Congolais qui pensent que nous n'allons vivre que la confusion, nous n'allons vivre que des aventures, des théâtres, et nous n'aurons pas vraiment de vraies solutions. C'est ce que moi je pense. Je pense par contre que Félix Tshisekedi doit s'assumer. Le président doit prendre de plus en plus de l'espace. Il doit s'affirmer en tant que président, il doit s'imposer en tant que président, afin que les autres en face puissent aussi s'amender et s'accommoder à faire les choses pour l'intérêt de la République. Vous vous êtes imprégné de la situation sécuritaire au Katanga. Il y a cette criminalité urbaine qui fera de cela 2 ans. À Lubumbashi, Kasumbalé, ça est partout, où il y a des viols, des vols. Est-ce que Filimbi a un son ou une information quelque part, savoir qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a aussi cette histoire d'incursion du mouvement Mira, appelé communément les Bakata Katanga, qui à chaque fois essaye de venir, hisser les drapeaux au niveau de la poste, chanter. Et ce sont des gens qu'on tue. On n'a pas entendu Filimbi dire quelque chose sur ces tueries à Lubumbashi. Est-ce que vous n'avez pas des informations fiables? Ceux qui sont censés avoir des informations fiables, c'est l'Agence nationale des renseignements, c'est la DEMIAP, c'est le gouverneur de la ville, il est le premier citoyen de la province. Mais vous aussi, je pense que citoyen, nous, ce que nous quand faisons, vous dénoncez, vous avez des informations et vous criez à haute voix. Effectivement, nous avons des informations que nous regroupons par-ci par-là, mais j'avoue que nous n'aurons pas le même arsenal que les institutions pour être bien informés. Donc ce que nous faisons, par exemple ici, nous essayons de rencontrer certains politiciens, certaines personnalités publiques pour comprendre qu'est-ce qui se passe, certaines organisations. Donc depuis qu'on est là, depuis que je suis là, j'essaye de comprendre. Mais ce qui est très important, c'est l'autorité de l'État. La solution, c'est comment on arrive à imposer l'autorité de l'État. Il y a des coins de la République où la police n'existe pas. Moi, je fais le tour de la RDC en tout moment. Tu arrives dans un coin, tu fais 10 km, il n'y a pas la police. Et ça, c'est pas bon. Mouzé, par contre, quand il est arrivé, c'est lui qui a institué ces mécanismes de containers de la police par-ci, par-là. Vous voyez, ça permet quand même en sorte que vous sentez que vous êtes entouré par les forces de sécurité. Les problèmes de l'insécurité ici, avant d'en parler, nous parlons, Filimbi, chaque fois du problème de Gédéon Kyungu. Un monsieur qui disparaît comme ça dans la nature, qui jusque-là n'est pas retrouvé, vous pensez que c'est normal? Est-ce que le peuple qui nous suit pense que c'est normal? Est-ce que le président de la République qui nous suit, c'est à son honneur? Les gens vont nous dire, ah, quand on dit ça, on dit Filimbi Bino Bolekisi, Oussama Ben Laden Koutou, les États-Unis qui sont grands, ils l'ont recherché pendant 8 ans. Il ne faut pas comparer ce qui ne doit pas être comparé. Le Katanga, là, il est trop petit comme ça. Donc, quand je dis trop petit,
C'est-à-dire, si on met en place tous les services des sécurités, des renseignements, on va retrouver n'importe qui partout où il se cache. Donc, il ne faut pas comparer l'incomparable. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un s'enfuir comme ça, ne pas les retrouver, et chaque jour, il n'y a aucun rapport public. Voilà, j'ai dit une communication avec la population du Haut-Katanga pour dire, voilà, les enquêtes sont en train de progresser. On avait même remarqué ces traces par-ci, par-là, même Ben Laden dont on fait allusion. Les États-Unis rendaient régulièrement les avancées de leurs enquêtes. Et ils pouvaient vous dire, on vient de les rater. On suspecte ceci. Ici, ça ne se fait pas. Il faudrait que la population s'élève pour faire pression. Je pense que ça va être réglé. Il y a aussi cette question des tribalismes, dont on ne parle pas beaucoup. Philippe y en parle. Moi, j'en parle chaque jour depuis que je suis ici. Ok, on allait finir par là. Allez-y. Les tribalismes, comme l'insécurité, nous avons rencontré la plupart des Louchois et des Katangais qui nous disent qu'il y a 3 ans, ces choses n'avaient pas cette allure. Vous-même, vous avez dit il y a 2 ans que l'insécurité, il y a aussi plus de quelques années que les tribalismes. Donc, ce sont des choses qui sont créées par des politiciens, d'abord, qui veulent en sorte que nous ayons des tensions en tout moment. Les politiques doivent être responsables, doivent sentir la peine des autres. Et deuxièmement, ce problème de tribalisme est aussi alimenté ici, ça c'est à mon sens, par certains Congolais qui ne sont pas originaires du Katanga, qui ne se comportent pas comme il se doit. Voilà, on va finir par... J'avais promis 3, il nous reste encore 2 questions. Quand est-ce que le droit humain intervient? Je vais donner un exemple banal. Lorsque un bandit vient, tue la population, on ne voit pas les droits de l'homme lever la voix. Quand c'est la population qui prend ces bandits pour brûler, tuer, où on demande qu'ils soient pendus publiquement, les droits de l'homme interviennent pour dire non, on ne peut plus tuer les gens publiquement comme c'était à l'époque de Mouzé, on doit protéger les droits de tout le monde, ainsi de suite. C'est quoi ces 2 poids, 2 mesures? Non, quand on tue, quand un bandit pénètre par effraction dans une parcelle et tue et s'enfuit, nous ne taisons pas, nous parlons. Mais nous parlons à qui? Aux autorités. Parce que ce sont eux qui sont censés protéger et sécuriser la population. Donc, les gens pensent peut-être que les voix ne s'élèvent pas. Non, les voix s'élèvent pour faire pression aux autorités. Pour dire, voilà, les gens sont en train de mourir. Mais quand la population commence à rendre elle-même justice, ça peut dégénérer dans tous les sens. C'est-à-dire, il peut y avoir de règlements de comptes auprès de certaines personnes parce que tu ne l'aimes pas, parce que vous savez que le général Kanyama à Kinshasa, lors de l'opération Likofi, il a tué beaucoup de jeunes innocents, simplement parce qu'il avait des logs, comme c'était une opération de ratissage contre le Koulouna. Alors, tout le monde qui avait un peu de logs, ceux qui étaient un peu costauds, on l'a arrêté abusivement. Et voilà. Donc, du coup, la population peut aussi arriver à faire ça. C'est comme ça qu'on évite que la justice populaire soit faite. Et les droits humains, malheureusement, voudraient que toute personne arrêtée puisse être déférée devant la justice. Il a une présomption d'innocence, il jouit de ses droits de défense et que la justice puisse constater les faits et les punir. Sinon, si c'est la population qui agit, ça peut aller dans tous les sens. Mais si les autorités n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire pour sécuriser la population va faire ce qui lui passe en tête en tout moment. Donc la responsabilité doit être la responsabilité des autorités. Certaines personnes pensent que le système de Mouzé Kabila doit rentrer, exécuter les gens publiquement. On arrête les bandits, on les exécute. Je ne pense pas, mais moi je suis pour que... Ça pourrait régresser à... Je suis pour que le moratoire sur la peine de mort soit levé. Moi, Carbone, je ne dis pas Filimbi, je pense qu'il faut qu'on puisse recommencer plutôt à exercer la peine de mort. Okay. Parce que notre constitution, nos lois les disent, nous avons la peine de mort, mais qui a été mise sous moratoire et c'est muet en perpétuité. C'est-à-dire quand on vous condamne à mort, vous faites la prison à vie. Mais aux États-Unis, la peine de mort existe.
Moi, je pense comme ça, mais je ne pense pas comme Mouzé, comme vous dites, qu'au temps de Mouzé, on arrête, on te tue. Non. Tu dois aller devant ton juge naturel, être jugé, et si tu es reconnu des faits graves, de meurtre et tout ça, on te condamne à mort, on te tue, ça va nous régler beaucoup de problèmes. Et moi, je suis de cet avis-là. Merci. Finissons par la dernière question, c'est l'affaire Floribert Chebeya. Beaucoup de bruit depuis sa mort et depuis un temps, c'est un calme. Les activistes des droits de l'homme, vous n'en parlez presque pas. Le dossier, il est là à la justice. C'est parti, une mort comme ça et le calme règne. Où en êtes-vous avec la lutte pour on avoir la vérité? On en parle. Chebeya est mort début juin. Et en cette année, au mois de juin, on en a fait encore beaucoup de plaidoyer avec son organisation, La Voix des Sans-Voix. On en parle. Il y a Paul Mouilamboué, l'un des majors qui était au Sénégal, qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui voudrait parler, qui voudrait être sécurisé et être mis devant des juges sérieux, afin qu'ils disent ce qui s'est passé, afin qu'ils soient jugés. J'ai fait une année de prison, n'oubliez pas, 2017 décembre jusqu'en 2018 décembre, j'étais avec le colonel Moukalaï, qui est condamné dans l'affaire Chebeya. Nous étions dans le même pavillon, avec Edi Kapen, Mouyambo et les autres. Et ces gens veulent en sorte que vraiment qu'il y ait un vrai procès. Le général Numbi John est cité dans cette affaire-là. Les gens voudraient qu'il y ait exactement un procès équitable, qu'on sache qui a tué, qui a donné les ordres, qu'est-ce qui s'est passé. Et nous sommes en train de plaider pour ça. Aujourd'hui, nous plaidons pour qu'il y ait une justice, qu'il y ait un tribunal au niveau international qui soit mis en place pour juger cette affaire-là. Les Sénégal avaient pris les choses en main, mais ils n'ont pas fait avancer les dossiers. Aujourd'hui, nous demandons à ce que les Européens, la Belgique, là où se trouve Paul Mouilamboué, qu'on puisse mettre en place une composition de juges, un tribunal qui va statuer sur ces dossiers. Vous n'avez pas confiance à la justice congolaise? Ils peuvent toutefois venir et témoigner. Si la justice congolaise est sérieuse et à la hauteur de ses tâches et impartiale, nous souhaiterions exactement, en tant que Congolais, que cette affaire soit rejugée ici et que le coupable soit condamné. Mais parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez vécu hier cette affaire du président qui reçoit Mabunda et Tambo Mwamba sur la Cour constitutionnelle. Et notre pays, il y a des politiques qui veulent encore qu'ils aient leurs juges, des juges tendancieux qui répondent d'un tel camp. C'est compliqué. Bon, même dans d'autres pays, c'est la même chose, mais chez nous, la justice est encore trop bas en termes d'impartialité. Donc, mais pour le cas de Chebeya, je pense que ça pouvait être moi, je pouvais mourir, ma famille, il y a des orphelins qui sont restés, une veuve qui reste. Il faut que ces dossiers soient remis sur table et que le général John Numbi nous dise qu'est-ce qui s'était passé, effectivement, parce que c'est lui qui communiquait avec Chebeya. Nous maintenons la pression, nous pensons qu'un jour, ça finira par se savoir. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. On va se tenir debout. Et j'aimerais bien que vous puissiez finir avec un message à tous ces jeunes comme vous, comme moi, qui sont en train de nous suivre. On remarque qu'il y a instrumentalisation de jeunes en République démocratique du Congo. Manipulation par des hommes politiques qui, à chaque fois, les jeunes doivent descendre sur la rue, revendiquer quelque chose, c'est casser, brûler. De quelle façon les jeunes peuvent revendiquer leurs droits? Parce que vous êtes dans ces mouvements, même à chaque fois lorsqu'on voit votre descente sur le terrain, c'est pas genre casser les bâtisses ou brûler le pneu pour abîmer les goudrons et les asphaltes. De quelle façon les jeunes peuvent revendiquer leurs droits? Nous pensons que d'abord les jeunes Congolais doivent avoir la conscience des faits, la conscience des choses. Les politiciens, ils arrivent à manipuler, instrumentaliser, parce qu'il a instauré un système désastreux. Il y a la faim, il y a la famine. Voilà. Il n'y a pas du boulot, il n'y a pas... Aujourd'hui, pour qu'un jeune puisse être embauché, il doit être connu par un vieux, il doit avoir un circuit et un branchement. Ce qui fait en sorte que le jeune n'est plus à même de faire certaines choses avec une liberté de penser.
il est conditionné à protéger un poste, à protéger quelque chose afin de survivre. Les jeunes doivent avoir cette conscience et se dire qu'ils doivent essayer de toutes les manières possibles, en étant dans leurs partis politiques respectifs, qui sont dans des partis, de jeunes qui sont dans des partis, et de jeunes étudiants, de jeunes de la population congolaise tout entière, qui n'est pas forcément politique, puissent avoir la conscience de dire « je dois militer pour mes droits », même si cela m'écoute la perte d'un boulot, même si cela m'écoute la prison, même si cela m'écoute une répression. Et ce n'est que de cette manière qu'on arrivera à imposer un gouvernement, plutôt une gouvernance, qui pourra tenir compte des désidérata de la population au niveau social, afin que le jeune agisse prochainement dans les années à venir avec toute la liberté. Merci beaucoup à vous, Monsieur Carboni. Je rappelle que vous êtes défenseur des droits humains et activiste pro-démocratie. Vous êtes dans le mouvement Filimbi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère vous retrouver très prochainement pour autre chose. Merci Hervé, le principal. Merci à Malaika aussi. Voilà. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Mesdames et messieurs, le plaisir sera pour nous de vous retrouver très prochainement pour autre chose. Un message, c'est que tous nos amis de Kinshasa, on arrive pour le tournage des émissions. Vous pouvez déjà prendre contact avec le numéro qui est affiché là-bas. On arrive pour tourner les émissions dans tous les domaines. La prise de contact doit être déjà là pour vous voir et vous enregistrer afin que Lubumbashi vienne vous suivre. Jusque-là, restez fidèles à nos programmes et au revoir.